Nous parlons ce soir d'un regard croisé du Burundi où 3000 détenus ont été libérés pour désengorger les prisons. On évoquera le Niger. Le candidat sortant ne remplira pas pour un nouveau mandat. L'Algérie, le chef d'état-major qui met en garde contre des solutions anticonstitutionnelles. Et puis au Togo, Gilles Christ Olympio, nommé chef de file de l'opposition. On en parle ce soir avec Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des enjeux, qui est avec nous pour la première fois. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir, cher grand frère Christ. Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Et c'est vrai que j'avais toujours envie de venir dans ton émission. Mais bon, je sais faire ces choses aujourd'hui, je suis là. Voilà. Ça fait plaisir, hein. Merci, fait plaisir. C'est la première fois que je suis là. Je viendrai. Merci. Chris Sega, directeur de publication Express Info. Bonsoir, Chris. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices. Et bienvenue parmi nous, mon confrère. Ça fait plaisir de le voir. Merci, grand frère. On accueillera Dimas Dikodo, bien sûr, qui sera avec nous peut-être pour la seconde partie. On commence avec le Burundi. Le pays a entamé vendredi la libération de quelques 3000 prisonniers dans le cadre d'une grâce présidentielle, essentiellement pour désengorger des prisons archi-bondées selon la société civile en exil. Le ministre de la Justice, Aimé Laurentine Kanyana, a procédé lors d'une cérémonie à la prison centrale des Gitega, la nouvelle capitale politique du pays, au lancement officiel de la mise en application du décret présidentiel portant mesures de grâce présidentielle du 23 janvier 2019, en faisant libérer 142 prisonniers, dont 2 femmes sur 3000 bénéficiaires prévus. Ces libérations promises par le président Pierre Nkurunziza lors de ses vœux le 31 décembre doivent officiellement promouvoir la réconciliation nationale. Les crises égales. Oui. Bien entendu. Mais je crois que c'est franchement pas la première fois que on entend parler de libération de prisonniers au Burundi. Hein. Je crois que depuis 2016, 2016 déjà, l'année qui suit sa prise de fonction, son 3e mandat, il y avait déjà eu un certain nombre de libérations. En 2018 d'ailleurs, on a assisté aussi à des libérations et c'est la 3e vague. Hein. Ça voudra dire qu'il y a les prisons au Burundi sont vraiment surpeuplées. Et puis, qui libère-t-on aujourd'hui? C'est les acteurs politiques. Oui, c'est les acteurs politiques. Et puis, des gens, des prisons de droit commun. Et je voudrais dire que si Nkurunziza veut libérer des prisonniers, surtout des gens qui ont manifesté et qu'il a fait admettre en prison par centaines ou bien peut-être même par milliers. Et je crois que c'est bien, mais à mon sens, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Si c'est là le cas qu'il y a eu la démocratie au Burundi, maintenant, lorsque vous faites, vous arrêtez les gens et puis vous les libérez à compte-gouttes, et puis je crois que les dernières libérations même sont assorties de conditions comme quoi, si jamais on reprenait encore ceux qui sont libérés, alors là, ce sera la prison à perpétuité. Je crois que si on veut faire revenir la paix au Burundi, il faut jouer, il faut mettre la barre un peu plus haute en ce qui concerne les droits de l'homme. Et puis, je crois qu'au Burundi, Nkurunziza, c'est parce qu'il veut faire un 3e mandat qui a eu ces arrestations-là. On aurait voulu plutôt qu'il n'en soit pas à ce stade-là, pour qu'on n'ait pas à parler de prisonniers et ensuite à avoir parlé de leur libération. Alors, Jérôme Sossou, les maisons d'arrêt du Burundi abritent plus de 11 000 détenus pour 4 000 places disponibles. C'est extraordinaire. Mais bien entendu, tout comme les prisons dans la plupart des pays d'Afrique. Des pays d'Afrique, tout à fait. Et donc, c'est une bonne chose pour moi, parce que je crois que Pierre Nkurunziza est en train de démontrer sa bonne foi, parce qu'il fut un temps, il a été beaucoup plus dur, très dur pour ses concitoyens. Et à un moment donné, il a donné l'impression que, il ne veut plus aller aux élections, qu'il veut changer de manière de faire. Et c'est ce qui, d'ailleurs, a milité à
à la libération de ces prisonniers-là. Moi, j'aurais souhaité qu'ils continuent de le faire, puisque avec 4 000 places, on est jusqu'à 11 000 aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas libérer plus de la moitié en même temps que de le faire à compte-gouttes? Et donc, bon, Pierre Nkurunziza avait décidé de le faire. Il a arrêté des gens, même tous ceux qui bougeaient devant lui, il les a arrêtés pour ses convictions de pérenniser au pouvoir. Mais maintenant qu'il a décidé de le faire, de libérer, qu'il libère tout. Grand frère l'avait dit tout à l'heure, mon cher grand frère le disait tout à l'heure qu'il a libéré, ou il est en train de libérer les hommes politiques, et il a libéré aussi des prisonniers de droit commun. C'est une bonne chose que Pierre Nkurunziza aille jusqu'au bout de sa logique, qu'il démontre complètement sa bonne foi. En tout cas, aujourd'hui, ça sert. Pour moi, ça devait servir de leçon pour les autres chefs d'État africains de libérer les prisonniers. Si nous prenons le cas du Togo, par exemple, la prison, la civile de Lomé est bondée de gens. C'est ce qui fait qu'on est en train de violer systématiquement et tous les jours le droit de ces personnes-là. Donc, pourquoi ne pas les libérer? C'est vrai, le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, il avait fait un temps, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut qu'il aille encore davantage, puisqu'il y a des demandes de grâce présidentielle qui sont sur son bureau, qu'il accepte de libérer des gens. Il y a des prisonniers politiques, notamment Pacha Gnassingbé, son demi-frère, notamment Sativi et d'autres personnes encore sont en prison, qu'il les libère pour que les prisons soient désengorgées. Alors la question même du désengorgement des prisons, ça ferait que c'est dans beaucoup de pays cette question se pose, mais comment on en arrive si facilement à dépasser la capacité d'accueil des centres de détention? Ici, 11 000 détenus pour 4 000 places dans tout le pays. Cela peut se comprendre parce qu'il faut considérer que d'abord, quelle est la perception que nous avons de la vie en prison en Afrique? Parce que quand les gens considèrent que c'est un lieu où les gens doivent être à l'étroit, on doit les faire souffrir un peu, etc. Parce que voilà, il a volé tel, il a embêté tel, il a voulu faire un coup d'État, etc. On estime que la prison est d'abord un camp de redressement. Et je crois que c'est cette vieille conception-là de la prison qui fait que les gens n'arrivent pas à apprécier les droits du prisonnier à sa juste valeur. Parce qu'un prisonnier, la prison n'est pas une fin. Il faut que la prison, si telle la mission qu'on confie à une prison, si tel est le cas qu'elle doit redresser ou bien doit rééduquer, il faut que l'éducation soit faite dans de bonnes conditions pour qu'à la sortie, le prisonnier retrouve goût à la vie et le prisonnier se remette dans le droit chemin. Mais si les prisons deviennent, c'est un état ou dans un état de perversité d'abord des droits, un état tel que le prisonnier en sort avec des séquelles à vie. Je crois que la prison ne sert pas à ça. Quand vous allez dans les prisons, par exemple en Europe, vous ne pouvez pas voir des choses que nous sommes en train de voir chez nous, parce que la prison ici est considérée comme un haut lieu de redressement. Et qui dit redressement, c'est comme si la personne là, on doit le rééduquer d'une certaine façon, la façon la plus dure qui soit. Mais l'aboutissement de cette vie en prison, c'est de remettre la personne dans un droit chemin de telle sorte qu'il devienne consommable pour une société qui aspire à tous ces bras valides. Mais ce n'est pas encore le cas chez nous. Si on sait que 4 000 places, 11 000 pour 4 000, ça fait x2, x3. Et cela n'a pas de sens parce que lorsque vous envoyez des gens dans des états comme ça, ils reviennent avec des séquelles. La prison ne les éduque pas du tout. La prison aggrave plutôt leur situation. C'est ce qui se constate. Parfois, certains voleurs, ils ont commis des pécadilles, mais quand ils arrivent en prison, ils ressortent des gens, des gangsters, etc. Je crois que la politique même de la prison est à redéfinir dans nos États. Il faut que ce soit une prison qui forme, il faut que ce soit une prison qui rééduque. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'on considère toute cette politique-là, construire un lieu décent pour les prisonniers, non pas seulement un lieu décent, mais lorsqu'ils y vont, il faut qu'ils sortent meilleurs que ce qu'ils étaient lorsqu'ils sont entrés. Et je crois que la politique est à définir dans sa totalité. Mais Jérôme Soussou, certains s'amusent à dire que tout le monde sait qu'une prison, c'est pas un hôtel.
Mais c'est une réalité, en fait. Mais bon, quand on prend quelqu'un pour la prison, en réalité, ceux-là devaient sortir d'une autre manière. C'est que transformer meilleur que ce qu'il était avant d'aller en prison. Ça devait être comme ça. Mais, comme on le disait, on a une autre perception de la chose, surtout en Afrique. Ailleurs, on te prend, tu vas en prison, tu deviens peut-être maçon, tu deviens peut-être menuisier, tu sors avec... si tu n'as rien sous la main comme métier, tu ressors, et puis tu as une bonne réinsertion dans la vie sociale. Dans des pays où des détenus ont passé des examens universitaires. Oui. Bien sûr, mais... sont sortis diplômés. Bien sûr, comme le cas des Chinois, quand en Chine, on te prend comme prisonnier, on vous envoie faire des travaux comme on fait d'intérêt commun, c'est-à-dire des travaux qui vont profiter au pays. Oui. Ce sont ces prisonniers, en réalité, qu'on nous retrouve dans les travaux publics, dans les constructions, etc. Mais malheureusement, en Afrique, quand on te prend, quelqu'un qui va peut-être voler un poulet, un poulet, on le prend, on le met à côté de celui-là qui a braqué quelqu'un qui a braqué des gens avec des armes de guerre. Et celui-là, dans les échanges, dans leurs cellules, le gars va apprendre, du moins, à devenir un vrai brigand. Celui qui a volé un poulet, que peut-être par faim il a fait, peut-être que par insouciance il a fait. Maintenant, on le prend, on le jette. On ne met pas la différence entre celui qui a volé le poulet, celui qui a braqué avec les armes. On met les deux ensemble. Dans la cellule, ils discutent, ils causent. Mais celui qui a braqué dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour venir? Il dit, j'ai volé du poulet. Tu as volé du poulet pour venir? On va t'apprendre maintenant à voler. Voilà. Maintenant, le gars ressort, il va chercher des armes, il va braquer. Il devient un vrai gangster. Ça ne profite pas du tout. Au contraire, on a au gars à devenir ce qu'il ne devait pas être. C'est pour ça qu'en réalité, on devait mettre la différence entre les choses. Celui qui a braqué, celui qui a tué, celui qui a volé des motos, des voitures, on les met à part. Celui qui a volé un petit portable. C'est vrai qu'il n'y a pas un petit vol, un petit vol, mais on ne peut pas associer les deux. Et donc, maintenant, il faut se poser la question, il faut imaginer même comment ces personnes-là vont vivre. 4 000 places pour 11 000 personnes. Comment est-ce que... Même les sardines, on ne peut pas les attacher comme cela. Donc, pour moi, il faudrait qu'on ait une autre manière, on ait une autre perception de la chose. On prend quelqu'un pour la prison, 2-3 mois, on le redresse, il ressort, il devient quelque chose. En réalité, c'est ça. Mais Chris, est-ce que l'autre chose, en tout cas sur le continent, c'est pas l'absence aussi de peine alternative? Parce que pour tous ceux qui commettent même le moindre larcin, on pense tout de suite à la prison. Alors qu'il y a des peines alternatives, on peut condamner la personne à des travaux d'intérêt, les assignations à résidence. Il y a des choses comme ça qui peuvent permettre à ne pas systématiquement envoyer les gens en détention. Absolument, ce sera la meilleure des situations, mais vous savez, tout cela engendre aussi des frais. Et vous considérez que généralement dans nos pays africains, déjà le vécu quotidien, avec les peines que nous avons déjà trouvées à manger 2 fois par jour, peut-être que c'est une seule fois. Et puis c'est un peu comme ça, l'État qui généralement dans les pays africain n'arrive pas à faire face à toutes ces responsabilités et lui demander maintenant les peines alternatives parce que c'est des frais. Il faut que les gens soient en résidence surveillée et ça engendre et là ça c'est compliqué pour les pays africains. Voilà. Il faut d'abord où il doit être. Où il doit être. Par exemple, le balayage de la rue. Absolument. C'est des gens qui, par exemple, si vous payez les balayeurs, je ne sais pas moi, 2 000 la journée, vous pouvez les payer à 500 francs. Oui, ça peut. Ils comprennent, ça réduit même les coûts. Absolument. C'est même envisagé qu'on crée des champs. Des champs pour ceux qui sont pris, pas pour les grands bandits, mais pour ceux qu'on veut vraiment apprendre, à ceux à qui on veut apprendre à travailler, qu'on crée des situations professionnelles pour les employés. Et il y a que de cette façon qu'ils vont devenir. Mais la nuit, on les ramène dans leur lieu de détention, mais le jour, on les emmène au champ et ils vont même se faire des mains un peu de côté parce qu'ils sont un peu payés. Ce n'est pas parce qu'ils sont prisonniers que lorsqu'on les fait travailler dans un champ, par exemple, on ne va pas leur payer. On leur paie quand même quelque chose de
de telle sorte qu'ils puissent faire des économies qui les servent lorsqu'ils seront sortis de prison et qui leur permettent de se réinsérer dans la société. Je crois que ça, c'est comme peine alternative, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment réfléchir parce que d'abord, c'est rentable pour l'État et c'est rentable pour celui qui est admis en prison. Mais maintenant, lorsque tous ces gens-là sont maintenus en prison avec les grands bandits, non seulement ils apprennent à être de meilleurs voleurs, mais seulement ils deviennent une charge pour l'État parce que ces gens-là qui sont 11 000 par exemple, combien sont ceux qui les visitent chaque jour ou leur amènent à manger? Ils deviennent des bouches à nourrir et c'est encore les ressources de l'État, les maigres ressources dont l'État dispose qu'il faut encore utiliser pour les nourrir. Alors que si on les convoie tout simplement dans un champ, ils sont utiles parce qu'ils produisent... Un champ de riz, par exemple, un champ de maïs. Parce que nous en avons besoin. Si vous considérez, par exemple, au Togo, c'est seulement 5 à 6% des terres cultivables qui sont mises en valeur. Pourquoi ne pas faire en sorte que ces gens-là aient des champs spéciaux qui les nourrissent, qui les rendent meilleurs, qui leur apprennent un métier, parce que le développement, quoi qu'on dise, en Afrique, dans les pays africains, doit commencer par les États de la terre, parce que il faut qu'on apprenne d'abord à cultiver pour manger, au moins nous rassasier, avant de penser à la transformation. Alors maintenant, pour revenir sur Pierre Nkurunziza, il a promis qu'il ne va pas aller au-delà de ce mandat. Le mandat finit en 2020. Ces genres de mesures, c'est pour redorer son image? 2021. Mais il est en train de corriger quelque chose, en réalité, puisque Pierre Nkurunziza a fait trop de mal à son pays. Il fallait y arriver tôt, que d'attendre jusqu'à ce jour-là pour prétendre et refaire son image. De toute façon, ce qui l'a fait mal reste toujours le mal. Quoi qu'il va faire aujourd'hui, il a déjà fait trop de mal à son pays, à ses concitoyens. Il a envoyé beaucoup à l'exil, il a fait tuer beaucoup et il a emprisonné beaucoup. Maintenant, s'il fait ses actions de grâce, tant mieux. Si c'est pour lui, pour redorer son image, ce serait tant pis pour lui. Mais de toute façon, l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de voir ces personnes-là qu'il a entassées là-bas comme des sardines, soit retrouvent leur liberté pour qu'elles aillent faire leurs activités. Mais de toute façon, les chefs d'État africains, moi je n'ai pas souvent confiance en eux. Ils disent quelque chose aujourd'hui, demain ou bien quelques minutes, ils changent de veste. Pierre Nkurunziza il avait dit et on l'avait applaudi. Tout le monde avait cru à sa parole. Maintenant, on attend, c'est le 2021, on attend d'ici l'année prochaine pour voir ce que ça va donner.